Super. Eh bien voilà, Lisbeth, on a un bon programme pour ce soir parce que on avait envie de parler plein de choses et d'avoir un petit peu de neurosciences. Tout de même, c'est important. C'est grâce aux neurosciences qu'on arrive à donner des conseils aux pédagogues et donc à mixer nos compétences, puisque les pédagogues nous apprennent aussi beaucoup de choses. Et puis voilà, maintenant on a quelques clés ensuite à vous donner, des petits outils pratiques, des petites astuces qui vont vous permettre d'apprendre plus facilement les langues étrangères. Donc on va vous expliquer aussi pourquoi ces astuces fonctionneraient, pourquoi elles sont vraiment intéressantes, pourquoi moi je les conseille à mes patients et apparemment ça donne pas mal. Et puisque on est en 2019, bien, il faut être avec son temps. Et donc on vous donnera aussi des astuces en termes d'application pour iPad ou sur ordinateur et voilà pour donner un coup de jeune aux très bonnes idées et que ça plaise aussi aux ados. Donc on a des supports aussi vidéo, voilà, c'est vrai que bon, on n'en est plus maintenant aux cassettes hein, avec, avec les petites, les rengaines qui nous permettaient de mémoriser, ça fonctionne toujours pas mal. Maintenant on a des choses un petit peu plus modernes, appropriées, un petit peu plus cool. Si ça se dit encore, Liselot, je sais pas. Il y en a aussi pour les ados. Alors, en termes de neurosciences, les autres, dis-nous, comment ça se passe pour apprendre une langue? Alors, en fait, dans le domaine des neurolinguistiques, on se base surtout sur les études de Penfield qui nous expliquent en gros que la plasticité cérébrale, elle évolue tout au cours du développement de l'enfant. Et donc, il a subdivisé ça en plusieurs catégories qu'il appelle un peu l'âge idéal, et puis ensuite l'âge limite, et enfin l'âge fatidique, au-delà duquel, soi-disant, la plasticité cérébrale serait fortement réduite. Donc, en gros, il nous apprend que jusqu'à l'âge de 2 ans, plus ou moins, le bébé est capable, ou le nouveau-né est capable de discriminer tous les sons de toutes les langues. Bien évidemment, par le principe d'élagage neuronal, qui est à la fois très positif aussi parce qu'il permet de supprimer en fait le surplus d'informations qui n'est pas nécessaire, mais à la fois il empêche aussi par la suite certains apprentissages ou du moins les rend plus complexes. Et donc pour en revenir à ces jeunes enfants qui sont capables de discriminer jusqu'à l'âge de 2 ans environ, ça varie bien évidemment d'un individu à l'autre, ils peuvent parfaitement apprendre une langue quelle qu'elle soit, que ce soit une langue d'origine asiatique ou autre, ils ont cette capacité. Par contre, il est prouvé qu'au-delà de l'âge de 2-3 ans, il est quasi impossible pour un francophone, par exemple, d'apprendre parfaitement le japonais parce que justement l'oreille ne perçoit plus les différents phonèmes que constitue la langue. Au-delà de ça, donc entre l'âge de 2 et 6 ans, par exemple, l'enfant est encore tout à fait capable de discriminer la prosodie d'une langue et vraiment à interpréter ses subtilités, à les prendre, à les mobiliser. Donc ça, c'est vraiment super. C'est pour ça que l'immersion dès l'école maternelle, on est pour. Ah oui, Tout à fait. puis les parents bilingues, évidemment. Tout à fait, tout à fait, Maman, tout à fait. rêve. Tout à fait. Et oui, pour la petite histoire, j'ai appris le français
un âge plus avancé et à l'école, parce que je suis donc d'origine néerlandophone. J'ai subi aussi cet apprentissage, mais voilà, j'apprécie. Et donc, pour en revenir à nos enfants, jusqu'à l'âge de 6-8 ans, ils sont capables vraiment de s'imprégner de cette prosodie et de tous les aspects plus subtils de la langue. Et alors, c'est là que vers l'âge de 8 à 12 ans, ça commence en fait à se cristalliser progressivement, bien évidemment. Et donc, il devient plus complexe pour l'individu à vraiment acquérir toutes les subtilités, les finesses d'une langue. Ce serait dû à deux phénomènes, comme on a dit, donc l'élagage neurologique, neuronal, pardon. Et d'autre part, c'est dû aussi à ce qu'on appelle la surdité de l'oreille, parce que l'oreille, tout doucement, comme elle n'a jamais été entraînée à justement discriminer ses sons, ben, ne serait plus tout à fait capable de le faire, mais moyennant un entraînement très intensif, ce serait encore possible jusqu'à l'âge de 12-13 ans de s'approprier ces différents phonèmes, etc. Maintenant, au-delà de cet âge-là, Eureka, les nouvelles sont bonnes. Il est prouvé que l'adulte, peu importe sa langue maternelle, est tout à fait capable d'acquérir ou d'apprendre d'autres langues. Bien évidemment, pour ce faire, il faut des méthodes qui soient beaucoup plus ergonomiques, on va dire, et qui soient beaucoup plus adaptées pour que ce soit plus facile, puisqu'on doit pallier à une vérité ou à une réalité neurologique. Bah oui, voilà, on apprend moins hyper spontanément, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'on, de toute façon, d'une façon générale, quand on voit tous les apprentissages que fait un enfant, je veux dire, de bébé jusqu'à l'âge d'un an, c'est absolument phénoménal. Voilà, ils font vraiment tout de son environnement, pardon. Ils baignent dans un vocabulaire, enfin voilà, dans un bain de langage. Donc on dit bien la langue maternelle, mais c'est vrai que voilà, ça vaut aussi pour le papa. Et on se doute que c'est vraiment idéal des parents qui à la maison parlent plusieurs langues, ou si on ne parle pas d'autres langues à la maison, ben pourquoi pas, peut-être, je sais pas, Liselotte, laisser la radio allumée en néerlandais, ou acheter peut-être des jeux éducatifs en langue étrangère. Pour moi, voilà, pouvoir installer quelque chose dans l'oreille, comme tu dis, vraiment qui est la base. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles de langue, même dans ma région. Moi, j'habite Naline, donc dans ma région, j'ai une école de langue qui propose des cours pour les enfants à partir de l'âge de 1 an, des cours d'anglais. Et puis, effectivement, ça fonctionne bien, très bien. On pourrait se dire que les pauvres enfants, ils vont devoir étudier puisqu'on a ça en tête. Eh bien, pas du tout, en fait. Ça se fait très, très naturellement. Et à ce titre, je me souviens d'un prof qui nous avait cité un exemple qui m'avait marqué. Il m'avait toujours dit, pour toute personne qui veut apprendre à jouer au tennis, lire des livres sur la théorie et sur la technique de Nadal ne suffisent pas pour justement être capable de jouer au tennis. Et c'est la même chose pour l'apprentissage d'une langue, puisqu'il ne s'agit pas d'une connaissance, mais bien d'une compétence à acquérir. C'est quelque chose de dynamique et je pense que c'est vraiment super important de bien se dire, à partir d'un livre et de quelque chose qui ne vit pas sans interaction, c'est impossible, entre guillemets, d'apprendre une langue. Et donc, à l'inverse, c'est vrai que même auprès des jeunes, souvent,
nombreux sont ceux qui cette histoire des cours de langue jusqu'à la 6e secondaire à raison de 4 ou 8 heures par semaine, il ne me reste quasi rien. En effet, il faut partir du principe que d'un point de vue neurologique, le cerveau oublie tout, sauf ce qui soit émotionnellement l'a marqué, l'a imprégné, soit quelque chose qui a été régulier dans le temps. Donc à partir du moment où c'est quelque chose qu'on pratique, ou bien un vocabulaire qu'on a suffisamment révisé, combien sont ceux, je pense à la génération de parents, qui sont encore capables au jour d'aujourd'hui de ressortir un petit dialogue qu'ils ont appris en secondaire, que ce soit en anglais ou en français ou en néerlandais, peu importe, tout simplement parce qu'ils l'ont répété. Et donc, est là toute la solution. Il faut soit, donc dans les méthodes qu'on utilise, les méthodes pédagogiques, avoir quelque chose, soit qui soit répétitif, soit qui soit vraiment imprégné d'émotions. Et on va vous donner quelques trucs et astuces par la suite qui sont basés là-dessus. Ou bien tout simplement, comme on l'a dit, via l'immersion, où là, on le pratique et donc c'est quasi une fausse sorte d'apprentissage qui est très semblable à la langue maternelle. C'est vrai que moi je trouve un autre intérêt à l'immersion, c'est qu'effectivement notre cerveau, pour pouvoir mémoriser quelque chose, il a besoin de mettre du sens. Voilà, il faut que il sache ce qu'on va faire de cette information-là, de ce vocabulaire en néerlandais, à quoi sert-il. Mais sinon, il va probablement chercher à l'effacer, à se dire que c'est pas tellement intéressant. Et donc, l'immersion, c'est chouette aussi, parce que quand on est en immersion, il faut... on a perdu une connexion, voilà. Il faut qu'on puisse parler avec son professeur, qui lui ne parle que le néerlandais, et avec ses petits camarades. Donc, c'est vrai que dans l'école d'Alice, c'est une école en immersion en néerlandais. Et il y a là-bas des élèves qui viennent de Flandre, qui sont vraiment néerlandophones. Donc, si elle veut parler avec certains de ses camarades, elle n'a pas tellement le choix. Et donc, c'est un choix agréable. À ce moment-là, ça vaut la peine de s'entraîner à parler en néerlandais, mettre du sens. C'est essentiel pour les apprentissages. Et pas seulement c'est un cours qui est là obligatoire, ça va être 4 heures, que tu le veuilles ou pas. Et puis, quand tu seras en 3e secondaire, là, tu pourras choisir l'anglais si tu le souhaites, mais d'abord, ce sera comme ça, et puis c'est tout. À propos de ça, c'est tout à fait juste ce que tu dis à propos de cette méthode d'association concernant l'apprentissage. Et d'ailleurs, pour en revenir à nos fameux ados et adultes, une des méthodes clés en fait pour apprendre une nouvelle langue étrangère, c'est d'essayer d'associer ou de tisser les nouvelles connaissances sur des connaissances déjà existantes. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de base dans notre cerveau. Donc, le cerveau va utiliser des éléments qu'il connaît déjà, il va venir greffer d'autres éléments dessus et c'est ainsi qu'il va se reconstituer en fait un nouveau réseau et c'est ce qui va permettre de nouveaux apprentissages. On vous a mis un petit exemple là, par exemple le mot la casa, qui est donc la maison. On peut associer une image, ça c'est entre guillemets l'association la plus simple. On peut aussi, je donne un exemple, toujours en espagnol, par exemple, banane, ça se dit el plátano. Alors, on peut se demander, el plátano, la banane, et ben, moi, je me souviens à l'époque avoir retenu ce mot-là parce que je pensais à l'arbre, le platane. Et dans cet arbre, le platane que je visualisais, j'avais accroché des bananes. Et donc, voilà, de là, j'ai facilement retenu que el plátano, c'était donc la banane, etc. Maintenant, qu'en est-il pour des mots, je pense, au russe, par exemple, qui n'a pas du tout les mêmes consonances que nous. Comment peut-on faire pour apprendre une telle langue? Eh bien, c'est le même principe, même si ça demande parfois un peu plus de créativité. Si je prends le mot achouchenia, par exemple, qui veut dire perception, c'est quand même un mot relativement abstrait. Alors, comment fait-on pour retenir ce genre de mots? Eh ben, j'avais retenu achouchenia, un mot que je connais là-dedans, c'est le mot chou. Donc, j'ai visualisé un chou, la texture du chou, on la voit tous, donc le chou-fleur, hein, la texture du chou. Et à partir de là, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai que c'est une perception un peu différente. Donc, j'ai retenu ça à partir d'une syllabe, d'un mot qui à la base n'avait aucun sens pour moi. Et donc, ça, c'est vraiment les méthodes qu'utilisent tous les
tous les adultes qui sont en mesure ou qui doivent apprendre une nouvelle langue étrangère. Donc l'idée, c'est vraiment tisser des connaissances sur des connaissances dont on dispose déjà, Mhm. tout simplement pour aider notre cerveau. C'est une façon un peu ergonomique, sympathique, pour retenir plus facilement. Bah, tout à fait, Liselotte, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, nous étions des hommes de Cro-Magnon. Et donc, finalement, la structure cérébrale de base, elle est restée la même. Bien évidemment, notre cerveau s'est développé infiniment. Nous sommes tellement plus compétents, mais quand même, pour les fonctions en bas de base, ça reste identique. C'est-à-dire, l'homme de Cro-Magnon, qu'est-ce qui était important pour lui à ce moment-là? C'était pas tellement de faire des maths, hein, de la trigonométrie, non, c'était plutôt de savoir où allait se situer la réserve de nourriture, où se situait le danger. Et donc, ils vivaient, en fait, les hommes de Cro-Magnon, ils étaient à fond dans le concret et où c'était aussi à la recherche du sens, en fait. Voilà, pourquoi je vais aller me déplacer plutôt par là, parce que là-bas, il se trouve ma grotte et donc je vais pouvoir aller faire mes peintures à ce moment-là. Et donc, voilà, notre cerveau aujourd'hui cherche aussi la même chose. Il cherche à localiser spatialement des informations très vite. Donc là, je ne parle pas du sens de l'orientation, mais vraiment de localiser. Donc ça vous est déjà tous arrivé pendant votre étude ou même pendant l'examen de vous dire zut, zut, je connais cette info, je sais où ça se situe, je vois la feuille, mais je ne retrouve plus cette info. Donc, spontanément, votre cerveau a cherché à localiser les informations. C'est comme ça que des techniques comme la méthode des lieux ont été mises au point, ce qui est une technique basée vraiment là-dessus. C'est de dire concrètement, vous avez une liste de vocabulaire que vous devez étudier. Eh bien, vous allez placer spatialement ces mots-là dans la pièce et voilà, les mémoriser, donc faire une association sur base de l'espace où vous l'avez déposé. Et donc là, pour l'interro, eh bien, on va essayer de rechercher à ce mot-là, il était sur la table de la cuisine, ça va être ça. On va reparler un peu plus en détail peut-être de cette méthode tout à l'heure. Mais en gros, voilà, l'idée générale, c'est un peu plus que ça, hein, mais est basée sur ce principe. Et clairement, voilà, notre cerveau est fait pour vivre des expériences qui ont du sens, qui sont concrètes. Et c'est pour ça, effectivement, que nous, aujourd'hui, en tant que conférencière, donc en tant que pédagogue, on vous apprend quelque chose, eh bien, on va donner énormément d'exemples. On va venir avec des émotions, on va vous parler de nos souvenirs d'école pour essayer d'évoquer chez vous vos propres souvenirs de banc scolaire. Et donc, probablement que dans votre tête, vous y êtes vu, hein, d'accord, en ce cours de néerlandais avec ce prof super ou au contraire pas marrant. Et voilà, vous avez fait des associations en lien avec des émotions. Donc, notre cerveau fait ça. Et rien de mieux, effectivement, que les exemples que vous ont donné Liselotte, donc pour mémoriser le mot de vocabulaire, de l'associer à une image. Ça marche très, très bien. Mieux encore, je dirais une image vivante. Parce que quand on imagine voilà, ce platane avec les bananes, on imagine dans notre tête, on construit cette image comme étant un arbre en 3 dimensions avec ces bananes, avec la couleur, enfin, avec toute une série de détails. Et là, on fait du multisensoriel. Donc, je voudrais en profiter pour dire qu'il faut un petit peu arrêter avec ce neuromythe de dire on est plus visuel, on est plus auditif, on est plus kinesthésique. C'était pas fou de le penser, mais aujourd'hui on a démontré que tout ça, voilà, c'était une croyance et pourtant qui a la dent dure, hein, parce que je l'entends encore souvent. C'est pas vrai, nous sommes multisensoriels tous. C'est juste que en fonction de la tâche que nous allons accomplir, nous allons préférentiellement plus utiliser un sens qu'un autre. Mais concrètement, mais on essaye toujours de faire un peu voilà, de la gestion mentale, c'est ça, de créer des images. Et les images qu'on crée, c'est du visuel, mais c'est aussi de l'auditif, c'est aussi du tactile, c'est aussi plein, plein d'autres choses. Si je vous demande de penser maintenant à votre glace préférée, ben, voilà, si, ben là, moi déjà, boum, j'ai un conditionnement pavlovien hyper en place. Bien sûr, je pense à cette monstruosité Häagen-Dazs américaine avec cette espèce de caramel hyper coulant. Vous aussi, maintenant, vous avez, vous bavez, quoi. Donc, vous pouvez avoir même un peu le goût en bouche et imaginer la texture et la cuillère un peu froide, celle toujours que vous prenez, la petite cuillère, parce que c'est moins culpabilisant. Et ce pot, enfin voilà, que vous avez, qui est tout froid dans l'autre main. Donc, ça marche. Et peut-être devant la télé, au chaud sous un plaid. Donc, il y a tout un contexte, du coup, qui se réveille. C'est visuel, mais plus que ça, c'est tous les sens à la fois. Et c'est pour ça que ça marche. Je rajoute ça à des émotions, ici positives.
et ça rentre tout seul. Oui, et à propos de ce côté ou cet aspect multisensoriel, il y a plusieurs études récentes, notamment, menées par, Isabelle Forets au Canada, qui nous démontrent en fait que justement là est la propriété spécifique de la musique. C'est que, la musique justement, elle va, avoir une action sur le cerveau reptilien, qui est donc le cerveau archaïque, le cerveau de base, qui est tant présent donc, dans le développement phylogénétique de l'espèce que dans celui du nourrisson. Au début, le nourrisson, il a besoin de quoi? Donc de survivre, de manger, etc. Donc ça se passe dans le cerveau reptilien. Il a besoin aussi de la partie limbique, parce que tout ça, c'est les émotions, c'est l'attachement à la maman, etc. Et puis enfin, le néocortex par la suite. Et donc, dans son étude, elle nous a bien montré que la musique avait cette spécificité d'avoir ce côté multisensoriel. Mmh. Et que de par ce fait-là, on a beaucoup plus facile à retenir une musique ou une chanson qui comporte une quinzaine de lignes différentes, enfin des strophes différentes, des paroles différentes, pardon, que par exemple un texte qui comporterait exactement le même texte, mais qui n'aurait pas ce support rythmé, parce que justement, il y a le rythme, il y a les tonalités, il y a plein de choses. Et donc, en effet, ce côté multisensoriel, c'est un peu à la une pour l'instant, parce qu'on sait que pour un apprentissage linguistique efficace, surtout pour les adultes donc, ça fait partie des clés d'entrée en fait. Mmh, mmh. Et c'est vrai que moi, en tant que, mais même si je retire ma profession, voilà, je dois apprendre un mot de vocabulaire à ma fille en néerlandais. Spontanément, je vais utiliser des gestes pour appuyer, ou même plus simplement, pas forcément en parlant de langue, par exemple la langue écrite. Elle avait du mal à mémoriser comment tracer la lettre P, et donc je lui ai fait pff, comme quand on fait c'est n'importe quoi. Et donc elle retient que c'est vers le bas. Ça a été très spontané de ma part, et je pense que, enfin, voilà, que à un moment, il faut aussi faire confiance en son intuition. Et puis l'intuition est souvent bonne. C'est-à-dire que ben, voilà, c'est comme quand on gribouille en fait sur le bord d'une page, enfin voilà, un petit dessin pendant un cours parce qu'à un moment ben, on décroche. Eh bien, c'est pas de l'irrespect pour le professeur, c'est juste qu'on va utiliser notre motricité pour réoxygéner un petit peu notre cerveau et donc pour pouvoir se reconcentrer. Donc justement, gribouiller, c'est une tentative de revenir à ce qui se passe dans la classe. Or, bah, souvent, beaucoup d'élèves sont pénalisés pour ça et doivent fournir leur journal de classe pour avoir une note parce qu'ils n'ont pas respecté des règles. Donc voilà, aujourd'hui, on sait aussi tout ça. Tu l'as dit, la survie, c'est quand même hyper important. Donc, d'une façon générale, pour l'étude, de bien boire, bien s'alimenter et se sentir en sécurité au niveau émotionnel, c'est comme indispensable. Et donc là, je ne vais pas revenir sur l'importance du professeur, mais effectivement, je trouve que les professeurs ont beaucoup de pouvoir sur l'apprentissage de leurs élèves. C'est une question de juste regard, je pense, hein, c'est vrai. On parle beaucoup des enfants 10 hein, en ce moment. La plus grosse adaptation scolaire à mettre en place, c'est simplement la bienveillance. Et donc voilà, on a dit qu'on parlerait un petit peu des émotions. Je pense qu'on pourrait faire une conférence entière sur ce sujet. Se sentir en sécurité dans sa classe, dans ses apprentissages, ben, c'est probablement l'essentiel. C'est vraiment la petite clé qui va permettre d'ouvrir cette machine et après d'utiliser tous ces outils qu'on présente déjà, mais qu'on va vous présenter encore davantage. Si on ne se sent pas bien, ça va être compliqué. Tout à fait, parce que même d'un point de vue neurologique, donc, quand on éprouve de l'anxiété, de l'angoisse ou un mal-être, ben, tout simplement, ça libère des neurotransmetteurs qui vont avoir une action sur notre cerveau, qui en fait va nous mettre en mode alerte et va bloquer tout apprentissage, ou du moins va l'obstruer. Donc, un élève qui ne se sent pas en sécurité, qui se sent en fait, qui a tout simplement peur de son professeur, ou qui n'a pas ce goût pour l'apprentissage, on parle ici dans le cas des langues, ça vaut pour les autres matières bien sûr, eh bien en fait ça va demander beaucoup plus d'efforts au cerveau pour pouvoir ancrer cet apprentissage, tout simplement parce que d'autres neurotransmetteurs sont libérés et obstruent justement cette consolidation à la mémorisation.
Donc ça, c'est quand même très important. Mhm. On dit toujours que ça commence par le plaisir et donc je pense que le rôle premier des professeurs de langue, du moins au jour d'aujourd'hui et face à la génération d'élèves qu'on a, même s'il s'agit d'adultes, c'est avant tout de susciter leur motivation, Mhm. de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils y voient un bon but, un objectif. Alors, il faut dépasser un peu les clichés, mais il faut partir de ça en début d'année, dire ben voilà, pourquoi est-ce qu'on apprend cette langue et pourquoi est-ce que ça pourrait être utile pour vous. Alors, on a très vite compris que papa, maman ont dit que ce serait bien pour trouver un boulot plus tard, mais c'est pas ça qui nous excite à l'âge de 15 ans Mhm. sur un banc. Mhm. Et donc, il faut vraiment outrepasser, partir de ces clichés, partir de ces idées préconçues, mais leur montrer à quel point une langue est très riche, qu'elle passe par une culture, qu'il y a des sociétés entières qui parlent cette langue, l'évolution un peu de la langue, aussi l'histoire, Mhm. toute la richesse culturelle, que ça passe par la musique, par le cinéma, etc. Une langue, c'est quelque chose de vivant, comme on l'a déjà dit Mhm. tantôt, c'est une compétence à acquérir qui est dans quelque chose de très dynamique. Oui, c'est vrai. Puis c'est important de mettre du fun dans les apprentissages, clairement, parce que les émotions, ben, ça nous sert à quoi? Ben, aussi à survivre. Voilà, l'homme préhistorique qui voit une araignée qui tue son pote, il se dit, bon, ok, là, la prochaine fois que je vois une araignée, je me taille, d'accord? Donc les émotions négatives, avoir peur, eh bien, ça dit quoi à notre cerveau? Écoute, va-t'en parce que c'est pas bon pour toi. Va-t'en ou défends-toi, mais en tout cas, ne reste pas là, c'est pas bon. Par contre, les émotions positives, ben voilà, ma glace à Gondas, ça me donne tout de suite envie d'y retourner encore et encore et encore, même si je sais très bien que le sucre est un neurotoxique, évidemment. Mais c'est bon quand même. Donc, effectivement, se dire, ben, je vais à l'école, je me suis marrée, la prof, elle a montré une vidéo sympa pour retenir ma conjugaison, voilà, je vais aller la revoir, cette vidéo, elle m'a fait marrer, il y avait de l'humour, eh bien, je vais avoir envie d'apprendre la langue. Stop aux croyances aussi, c'est-à-dire qu'on entend souvent que, bah voilà, par exemple, le néerlandais, bah c'est moche, quand même, cette langue, c'est super compliqué. Et en fait, bah, voilà, ça peut être bien de discuter avec ses élèves à propos de ces croyances-là. Voilà. Alors, Lisa va répondre à la question. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de le repréciser. Mais donc, comme vous voyez sur votre écran à droite, eh bien, vous avez un chat et donc vous pouvez poser des questions et donc voilà, on vous répond avec plaisir. C'est l'avantage pour nous d'être deux. Alors, on continue un petit peu avec ces informations-là. Maintenant qu'on a parlé beaucoup des émotions dans les apprentissages, et c'est vrai que c'est une remarque qui est complètement générale. Faut ramener du fun à l'école et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde et pour les profs aussi. On sait que l'école est en train d'imploser de l'intérieur. Il y a un peu d'ambiance, c'est normal. Ce sera sûrement mieux après. En tout cas, on l'espère. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors, Lisotte, Et oui. je voulais juste compléter, je pensais tout à l'heure, je pense que c'est aussi important de partir de la réalité des élèves ou des Mhm. apprenants, que ce soit adultes ou adolescents, et de bien se dire qu'on est conscient de leurs difficultés et de leur expliquer aussi que, par exemple, pourquoi les francophones ont-ils plus de difficultés d'apprendre le néerlandais, par exemple, que les néerlandophones, pardon, n'éprouvent des difficultés à apprendre le français. Eh bien, tout ça aussi, ça s'explique, c'est scientifique. C'est par exemple dû à l'amplitude de fréquences sonores que notre oreille est capable de, de, distinguer. Et donc, comme on vous a dit tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, notre oreille interne, notre système est capable de discriminer tous les phonèmes d'une langue. Mais au-delà de cet âge-là, eh bien, on est en fait tenu au nombre de phonèmes et à l'amplitude sonore et phonétique d'une langue. Et donc ainsi, par exemple, à titre d'exemple, le néerlandais comporte plus ou moins 750 au niveau du degré d'amplitude phonologique, et le français, par exemple, dans les 500, je crois que c'était 530, quelque chose comme ça, ce qui explique que pour un néerlandophone, il est donc plus facile d'apprendre une langue comme le français. Par contre, l'italien et l'espagnol en ont moins que le français, donc l'amplitude phonologique est moins importante. Et de ce fait-là, pour les francophones, outre le fait que au niveau des sources et des origines, les origines linguistiques sont communes, ce sont des langues romanes, etc. Et donc
a fortiori, ça paraît logique, mais outre cet aspect-là, eh bien, l'italien et l'espagnol ont une amplitude phonologique qui est plus basse que le français. Et donc, pour les francophones, ils ont ce sentiment, ben, tiens, c'est plus facile, ce n'est pas juste une impression, c'est évident. Ça Ça fait du bien ce démontre. que tu dis. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Et ainsi, par exemple, je pense aux Russes, je pense aux Chinois qui, eux, ont une amplitude énormissime, ça dépasse les 1000. Et donc, fatalement, pour un Chinois, entre guillemets, si on pouvait mesurer ce degré de difficulté à apprendre une langue, eh bien, il aurait bien plus facile que, par exemple, un anglophone, etc., à Mhm. apprendre une autre langue. Et donc, c'est important aussi de conscientiser les apprenants et de leur dire, ben voilà, ce que vous éprouvez là, c'est normal et ça s'explique. Et donc, et c'est rassurant aussi, ça leur permet de comprendre en fait comment fonctionne l'apprentissage de ces langues et leur dire aussi en quoi et comment est-ce important de pallier à ça. Mhm. Bah oui, ça m'a fait vachement de bien. Bon, maintenant, j'avais envie d'apprendre le russe. C'est pour rigoler. Non, mais ouais, une langue justement que j'ai adoré apprendre, c'est la langue des signes, parce que ça collait à fond avec, ben voilà, pour moi, la pensée visuelle. C'est vrai que je crée assez facilement des images mentales. Et puis ben voilà, apprendre la langue des signes, c'était j'ai trouvé ça très facile parce que ben voilà quoi, deux personnes se rencontrent quoi. Bon, c'était pas énorme ou enfin voilà, la tortue de mer, génial. Et donc en fait, c'est quelque chose que je pratique très très rarement cette langue. Je l'ai fait pour certains de mes patients en me disant bah, on ne sait jamais. Bah, d'abord, j'ai trouvé ça super marrant. Après, bah, le prof, effectivement, là, j'étais en pleine immersion parce que bah, la prof ne parlait pas, était sourde. Et donc, bah, j'étais bien obligée, si je voulais lui poser une question, ne serait-ce qu'aller aux toilettes, de pouvoir lui demander. Et donc, ça avait beaucoup de sens. Et j'y suis allée avec ma meilleure amie à l'époque. Et donc, c'était vachement pratique pour se parler en soirée. À l'époque, on était toutes jeunes, ça avait du sens de pouvoir critiquer notre copine qui avait les cheveux un peu trop roses pour nous en langue des signes. Ça, c'est pour rigoler. Mais on avait beaucoup de sens à le faire. C'était marrant. On avait l'impression que c'était utile. Et c'était très, très, très imagé, en fait, pour nous, cette langue. Hyper facile. Donc, je dis ça pour sortir du côté phonologique, qu'il y a aussi d'autres langues, des langues signées. Et donc, ben, on est toujours ici dans la même chose. Hein. On crée des associations d'idées, sauf que là, c'est plus facile parce qu'on a vraiment ben, l'image vivante, on leur fait directement avec nos mains. Ben, voilà, quand on fait bonsoir, ben, on a vraiment un soleil qui se couche. Quoi. C'est facile. Donc, Lisette, de quoi tu voulais nous parler d'autre? Alors, eh bien, venons-en au vif du sujet. Quelles sont les méthodes concrètes? Quels sont les trucs et astuces concrets qu'on pourrait partager en fait pour faciliter justement l'apprentissage de ces langues? Donc, on a déjà cité le côté émotionnel. Il faut que ce soit quelque chose qui impacte parce que justement, ça aussi, d'un point de vue neurologique, ça a été prouvé que ça renforce davantage au niveau du système limbique. Ça consolide davantage et c'est mis en mémoire. Donc des choses, on sort toujours le même exemple, mais tout le monde se souvient de ce qu'il faisait et où il était, par exemple, lors des attentats du 11 septembre 2001. Mais par contre, si on vous demande une date tout à fait aléatoire, le 14 juillet 2018, qu'étiez-vous en train de faire? On ne s'en souvient pas. Donc voilà, c'est un principe un peu très, très cliché, mais qui nous permet en fait d'illustrer le fait que oui, tout apprentissage qui passe par les émotions est quelque chose qui est davantage ancré et consolidé dans notre mémoire à long terme. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. On avait parlé de la musique aussi et du côté multisensoriel du langage des signes. Donc toutes ces choses qui ont en commun l'aspect ergonomique qui facilite en fait, qui est, on dit en anglais, brain friendly, qui est sympathique pour le cerveau et donc de ce fait-là, c'est plus aisé. Donc je propose qu'on passe peut-être un peu en revue ces différentes méthodes auxquelles on pense sur le terrain. On peut peut-être leur présenter la chanson des TP. Ben oui, Liselotte m'a montré un truc super sympa. Moi, je me dis que ses élèves sont... Donc,
nos choses qui y greffer d'autres éléments. Donc, bizarrement, c'est assez surprenant, cette chanson est une chanson de rap en français. Et alors, à certains moments, ils y glissent un peu comme si c'était un virus, une interférence. Ils y placent les TP, les verbes irréguliers en néerlandais, mais en fonction du contexte. Et donc, forcément, les jeunes, très vite, vont apprendre cette chanson par cœur. On leur fait écouter 2, 3 fois, ça y est, c'est parti. Ils l'écoutent quelques fois chez eux. Et alors, forcément, les TP sont un peu pris comme des insultes dans cette chanson de rap, chose qui les choque un peu au premier abord, mais au final, ça les impacte et ils vont faire l'effort de retenir également les TP et ils vont les associer au niveau de la chanson, du contenu. Et donc souvent, quand je fais les interros de TP ou bien tout simplement lors d'expressions écrites, même des années après, parce que je les ai à partir de la 3e secondaire jusqu'à la RITE, je les entends encore parfois en 5e secondaire se repasser la chanson de rap parce qu'il leur manque un TP en néerlandais. Et là, je me dis, ok, on a atteint un but, quoi, aussi petit soit-il, on a su avoir quelque chose. Je vous montre cette super vidéo. C'est sur YouTube que vous pouvez la trouver. Voilà, on vous laisse profiter de ça. Voilà, et on revient à notre webinaire. Ben voilà, moi j'ai trouvé ça super marrant. Je me vois bien le proposer aux ados. Je suis sûre qu'ils vont adorer ça. Voilà, je reviens ici à notre diaporama. Oui. Donc, voilà, ça peut être super fun et puis ben voilà, comme tu dis, c'est très rythmé, ça peut rentrer tout seul. C'est vrai que Lisa, tu m'avais donné un autre tuyau, c'est dans un autre contexte, mais je ne savais pas que sur YouTube, on pouvait ralentir aussi la musique. Donc, ben voilà, j'ai découvert ça. Et vous regardez sur la vidéo, hein, c'est en bas, vous avez une petite option et vous pouvez simplement ralentir un petit peu le débit. Donc, si vous voulez vraiment bien entendre, bon, peut-être qu'on perdra un petit peu le rythme, mais pour ceux qui en ont besoin, ben, cette petite option existe et je trouve ça génial. Une chanson en anglais. Faudrait chercher. Tu en as une? Non. Certes, il y en a une. Il faudrait que je regarde. Mais oui, ça existe. Oui, ça existe. Je ne sais pas si elle est aussi fun que celle-ci, mais ça existe. On peut toujours communiquer ça par la suite, je suppose. Bah, sûrement que je publierai probablement cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc, je laisse la possibilité à Liselotte de commenter la vidéo. Et donc, bien sûr, si vous avez encore d'autres questions à ce moment-là, n'hésitez pas à réagir sur notre vidéo sur YouTube. De rien, Christelle.
Et toujours en partant de cette méthode brain friendly, il faut savoir en fait qu'on a tendance, et c'est certes, je pense, la faute des programmes qu'on a en langue, du moins dans le domaine pédagogique, mais également par la suite, c'est qu'il faut faire très attention aux objectifs qu'on se fixe parce qu'il a été prouvé par différentes études aussi à ce sujet qu'au final, à partir de 200 mots qui sont vraiment véritablement acquis dans une langue, eh bien, on peut déjà pas mal se débrouiller. Et quand on a fondé cette base de 200 mots, qui pour moi devrait être identique de la première à la quatrième rénovée, par exemple, eh bien, quand on part de ces 200 mots-là et qu'on retisse des mots sur cette base-là, eh bien, ça fait vraiment un super effet. Et fait boule de neige. Et donc voilà, à tenir effectivement, toujours mais dans il a été démontré que notre cerveau, il adore remplir des cases et il adore ce fonctionnement d'acheminement d'objectifs. Et donc, par exemple, hein, je sais que ça prend du temps, donc c'est relativement chronophage, mais c'est très efficace. Adulte ou ado, lorsque vous voulez apprendre, admettons, 5 pages de vocabulaire qui font partie d'une même unité, d'un même champ lexical, par exemple, eh bien, on y va crescendo et il faut fonctionner un peu, vous connaissez tous le calendrier de l'Avent, c'est d'ailleurs un peu... C'est bientôt la période. C'est bientôt la période où on a cette évolution petit à petit, on ouvre des fenêtres et au final, on découvre une autre image qui se trouve en dessous. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement de base de notre cerveau. Il a envie de découvrir la pièce qui est encore cachée, il a envie de retourner cette pièce, il a envie de découvrir cette image. Tout ce qui est puzzle, etc., ça attire déjà les enfants dès le plus jeune âge. C'est parce que justement, notre cerveau a envie de compléter, de reconstituer le puzzle. Et c'est ce côté acheminement vers des objectifs, c'est vraiment quelque chose qui est inné chez l'être humain, alors profitons-en. Et donc, même en classe, ou si c'est pour des adultes, on peut tout à fait adapter le support, mais ça peut être une image de puzzle, ça peut être une photo de la classe, par exemple, mais bien évidemment, ils ne le savent pas au départ. Et dès qu'une page de vocabulaire est acquise par tous, donc par tous les apprenants de la classe, on retourne la pièce de puzzle, et puis au fur et à mesure des apprentissages, et bien évidemment, il faut que ce soit acquis, parce que ça, c'est le challenge, eh bien, la photo apparaît, ou ça peut être une affiche, ça peut être une chanson, ça peut être une blague. Ils ont des morceaux de blagues où ils ont le début d'une blague ou le début d'une histoire, et puis à la fin, ils ont ce morceau manquant, mais il faut que le challenge parfois soit autre que juste le fait, tu sais, c'est important d'apprendre des langues, tu en auras besoin plus tard. Voilà, c'est pas très excitant. Il faut bien se dire que l'adolescence et même après par la suite à l'âge adulte, on a d'autres choses à faire. On a tous nos vies professionnelles, relationnelles, familiales et autres. Et donc, parfois au cerveau, il faut un petit challenge supplémentaire et ça aide énormément, énormément. C'est le principe de la loterie. Tous ceux qui sont addicts aux jeux de hasard, etc., ben c'est tout simplement le cerveau dans toute sa splendeur. C'est parce qu'il a envie de ce challenge, il a envie de ce côté jeu, ce stimuli. Et donc, partons de ce constat pour justement l'exploiter. Mais tu as raison, Liselotte, mais c'est vrai que là, tu parles vraiment du circuit de la récompense, hein, c'est quelque chose qui est vraiment neurologique. Et on se rend compte que la motivation, c'est toujours basé, tous, on a cette petite récompense. Si je termine mes rapports,
Eh bien, ça peut être juste, je me sentirai légère, ou si je termine mes rapports, oh, j'aurai le temps d'aller voir mon cheval ce soir, ou je m'offre un carré de chocolat si j'ai une éducation un peu par conditionnement comme ça. Peu importe. La motivation, c'est toujours sur du court terme quelque part. Et donc, du court terme et moyen terme. Donc, effectivement, il faut que se fixer des challenges. Et très, très bonne idée. Et justement, l'adolescent, à propos de ce circuit de la récompense, tu te souviens, Liselotte, on avait été à une conférence sur le sujet, enfin bon, tout un week-end. Le colloque s'appelait Ado, t'inquiète, je gère. Donc, on est reparti de là un peu, je sais pas, bifide mi-raisin. Hein, c'était particulier parce que pendant l'adolescence, il y a tout un tas de bouleversements au niveau neurologique. Donc, c'est-à-dire que concrètement, là-dedans, on refait la déco. Et donc, au départ, pendant les travaux, c'est un peu le bazar complet. Il faut quand même se dire, on regrette donc, à ce moment-là. Donc, les ados, ce circuit de la récompense fonctionne, mais souvent, ça déconne. C'est un petit peu, voilà, ça s'enrègle très, très facilement. Et donc, c'est pour ça que les ados ont une tendance aux addictions. C'est à ce moment-là que, voilà, si on commence à fumer une cigarette, à ce moment-là, pour arrêter, ça va être chaud boulette. Je pense qu'il disait que pour arrêter de fumer quand on était ado, on avait 10% de chances de réussite pour des raisons neurologiques. Mais là, je parle de choses négatives, mais on peut aussi rendre nos ados accros aux apprentissages des langues, au néerlandais, Aussi. ou à l'anglais, n'importe quoi, en utilisant en fait cette faiblesse normalement qu'ils auraient, et plutôt l'utiliser ici comme une force et travailler par projet. Donc effectivement, le projet, c'est de compléter ce puzzle de la semaine. On fait partie du coup d'un groupe. C'est génial parce que du coup, on sait en pédagogie que la compétition, c'est très, 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 mais très, très mauvais. Et donc là, ça stimule plutôt le côté, voilà, on gagne tous ensemble, un petit peu comme ce jeu du corbeau là chez les tout petits enfants avec ce verger. On reprend la même idée, soit on gagne tous, soit on perd tous. Et donc ça veut dire que l'élève aussi qui a des difficultés, il va sûrement être un peu coaché par les autres qui sont plus à l'aise. Et à la fin, les élèves qui sont un peu plus doués ou qui sont allés en immersion plus jeune ou que sais-je, vont emporter les autres. Et à la fin, voilà, on aura quelque chose de super. Mieux encore, se dire le projet, c'est d'aller à un concours voilà, de langue. Ça c'est top. Je me souviens que là, c'est la seule année probablement en secondaire, parce que, désolée, mais j'ai pas eu une très bonne expérience d'apprentissage des langues en secondaire. Désolée, mais vraiment, plus j'y pense. Mais une année, j'avais progressé parce que l'objectif, c'était qu'au mois de mai, il y avait le salon des langues. Et donc, on partait en quart, c'était un peu la folie. Et donc, on avait fait diviser le groupe en 4. Et donc, il y en a un qui participait au concours de diction. Donc, il fallait vraiment juste dire un texte qu'on allait avoir au hasard. Il fallait pouvoir le prononcer avec un accent impeccable. Une autre qui allait chanter, je me souviens, cette chanson Torn, de Nathalie Bruglia, en anglais. Et donc, c'était motivant parce qu'en plus, c'était super fun et ludique. Et là, cette année, on a bien bossé nos langues, que ce soit le néerlandais ou l'anglais, c'était vraiment très, très chouette. Justement, ce serait peut-être chouette. Peut-être qu'il y a une question, Liselotte. Oui, je vois ici que Hélène propose pour le challenge lire un livre simple chapitre par chapitre. C'est une excellente idée et j'ai envie de répondre à partir du moment où il y a suffisamment ce sentiment de récompense et que donc soit l'histoire est assez captivante ou soit peut-être vous prenez le temps de temps en temps de lire à voix haute ce chapitre en classe pour qu'il y ait cette notion de facilité, parce qu'il faut bien que ça ne fasse pas partie de l'apprentissage en tant que tel, ça soit vraiment sous forme de récompense. Donc dans ce cas-là, oui, super idée. En pensant que ça doit avoir cette connotation de effort minimal pour récompense maximale. Et donc une récompense n'est récompense qu'à partir du moment où c'est quelque chose d'agréable. Donc posez-vous la question, est-ce que ça va être agréable? Si oui, alors super, foncez. En tout cas, l'idée est très chouette. Oui, et c'est vrai que uniquement avoir de bons résultats, le 20 sur 20, oui, ça fait plaisir,
on se rend compte que c'est quand même quelque chose de très éphémère. C'est même dans le boulot, on s'est rendu compte que ce qui rendait les gens heureux au travail, c'était pas tellement leur salaire, c'était tout le reste en fait. Ben oui, sinon, donc voilà, effectivement, se poser la question, le vrai plaisir et le vrai plaisir pour mon élève. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même envie, qu'on soit enfant, qu'on soit ado ou qu'on soit adulte, évidemment. Mais par contre, nous sommes tous des êtres humains, donc des êtres sociaux. Et donc ça, le circuit donc, de la motivation, il est le même chez tous. Et c'est important, à propos de motivation, de dire aux jeunes, même aux enfants, mais c'est un petit peu comme l'appétit, parfois ça vient en mangeant. Et donc la motivation, ça commence d'abord par un premier pas où il faut un peu prendre la première bouchée et puis Oui. après, et ça Parfois passe. bousculer ou susciter un peu l'attention. Je pense notamment à une activité qui est relativement facile à réaliser. Ça marche aussi bien pour les adultes. Vous montrez une vidéo qui puisse paraître quelque peu compromettante ou du moins qui est assez surprenante, mais vous coupez le son. Vous coupez les sous-titres s'il y en a, et vous dites aux élèves, ben voilà, juste à partir de l'image, essayez d'imaginer dans la langue cible, que ce soit l'espagnol, l'anglais, l'allemand, que sais-je, d'imaginer quelles pourraient être les paroles. Donc voilà, attribuer des rôles, ben, toi tu feras tel personnage, toi tu fais tel personnage, et c'est un peu de l'impro. Mais ils vont très vite se prendre au jeu, ça va devenir comique, et ils vont en fait s'investir et devenir acteurs de l'apprentissage. Et ça, c'est un autre élément clé dont on voulait absolument parler ce soir, c'est le fait que trop souvent, on a cette tendance à faire subir à nos élèves, à nos apprenants, quels qu'ils soient, adolescents, adultes, la matière en disant voilà l'input, digérez ça chez vous et on se revoit demain, je vais vérifier si c'est bien acquis. Alors qu'au final, justement, cette motivation, ce goût de l'apprentissage, etc., ça passe par la créativité, par la personnalité de tout un chacun. Et ça doit être mobilisé en classe et sur le terrain, ou du moins sur le lieu d'apprentissage, parce que c'est comme ça qu'à la maison, ils auront envie de justement réouvrir le livre ou revenir dessus. Quoi. Et justement, ben voilà, tu nous parlais de choses qui n'étaient pas hyper marrantes. Apprends le vocabulaire, ambiance d'Halloween, atroce. Atroce, on a tous des souvenirs voilà, de ces listes interminables. Mais comment faire? Eh bien, je vais donner 2-3 petites infos et puis je te laisse la parole, Liselette. En fait, moi, je vais simplement parler de la mémoire. Donc, en fait, simplement pour pouvoir mémoriser à long terme des informations, il faut que notre cerveau passe d'abord par une phase de court terme, voire de mémoire de travail. Alors, c'est quoi la mémoire de travail? Eh bien, c'est la mémoire que vous êtes en train d'utiliser pour nous comprendre. C'est-à-dire qu'elle va durer 15 secondes, plus ou moins, cette mémoire. Elle va vous permettre de stocker un nombre limité de données. C'est-à-dire que si à un moment on se mettait à parler beaucoup plus vite, ce serait terminé. Vous auriez beaucoup de mal, du coup, à nous comprendre parce qu'on viendrait saturer l'empan, donc les possibilités de votre mémoire de travail. En gros, la mémoire de travail, c'est un peu la RAM de votre ordinateur. Si vous ouvrez trop de pages Internet à la fois, à un moment, mais rien à faire, ça bug, vous ne pouvez plus aller sur aucune ou presque. Et donc, vous éteignez l'ordinateur, c'est bon. Donc voilà, la mémoire de travail en moyenne, donc l'empan, les capacités de cette mémoire, eh bien, c'est plus ou moins chez un jeune enfant allez, qui est en première primaire jusqu'à la troisième primaire, ça va être 2-3 infos à la fois. Les enfants un peu plus âgés, donc je dirais voilà, de la troisième primaire jusqu'à la sixième primaire, ben, c'est un tout petit peu plus, allez voilà, 3-4. Et puis, ben, c'est pas énormément plus à l'adolescence. Ça va jusqu'à 5-6 éléments, c'est tout. Et donc, effectivement, ben, avec l'âge, même si bien sûr nous sommes toujours bien sûr fraîches, Lisbeth et moi, avec l'âge, à un moment, ben voilà, cet enfant qui s'est élargi, voilà, on dit que à l'âge de 25 ans, le cerveau a terminé sa construction et donc est allé au bout de ses possibilités. Il y a la plasticité cérébrale, bien sûr, donc on apprend toute la vie, le cerveau juste se réorganise, on a de la mémoire toute la vie. C'est juste que, ben voilà, nos capacités concrètement diminuent au niveau neurologique, mais par contre, les adultes ont plus d'expérience que les jeunes sur l'utilisation de leur mémoire, évidemment. Donc, ils ont plus de notions d'ergonomie. Comment je vais faire voilà, pour mémoriser ça et ça? Bon, ben, j'ai déjà une expérience du passé et cette méthode-là, ça a bien marché. Donc, finalement, la mémoire, elle reste tout à fait bonne tout au long de la vie, même très âgée, sauf évidemment pathologie, mais c'est un cas particulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprentissage des listes de mots? Eh bien, c'est évident que si vous avez
30 mots à mémoriser, et encore, hein, c'est cool, 30 mots. Et que vous vous dites, parce que mes patients, donc mes étudiants, je fais un peu de coaching scolaire, c'est ce qu'ils me disent, ben moi je prends la liste de mots, d'accord, et je cache, et je les fais un par un, ainsi de suite, jusqu'au 30e. Ah. Et là je leur dis, donc je parie qu'à la fin, eh bien tu connais pas trop mal les mots du début, et pas trop mal ceux de la fin, mais pour le milieu, c'est un peu la cata. Ben oui, c'est ça. Ok. Mais c'est parce que ils ont saturé leur mémoire de travail. Et donc, du coup, leur cerveau a pu emmagasiner très peu d'infos à la fois. Et donc, utiliser. Donc, il y a des phénomènes qui sont apparus. Ce sont les effets de récence et de primauté. Donc, c'est ce que je viens de dire. Notre cerveau retient le début et la fin, en fait, des informations quand il y a trop à emmagasiner. Donc, il serait préférable pour vraiment respecter en fait les limites de cet tampon, cette mémoire de travail, de travailler par petits bouts, par tranche de, ici voilà, si je suis un ado, de 4-5 mots à la fois, disons 5, plus ou moins, c'est la moyenne. Et donc, je fais par petites tranches. Et voilà, quand les 5 sont acquis, là, je peux passer à une tranche supplémentaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ça peut être bien quand même de faire toujours un refresh. Donc, c'est Stanislas Dehaene qui nous disait, qui nous dit toujours que finalement, ce qu'on apprend, mais même si c'était bien connu au jour J, le lendemain, il y a une petite perte quand même de l'information, etc., etc. Si on apprend par cœur, entre guillemets bêtement, donc juste, voilà, on fait que répéter, comme on dit à l'ancienne, et bien là, des études disent qu'au niveau 0, si on était bien emballé, quoi, hein, on connaît, allez, imaginons 95% de l'information, 100% ça me paraît compliqué, bien la nuit se passe. Et pendant votre sommeil, vous savez que tout ce qui a été mémorisé vient se consolider. Et donc, le cerveau va interroger ce qui a été appris en disant, mais c'est quoi ce truc? Puisqu'il est vraiment à la recherche de sens et il veut le ranger dans la bonne catégorie. Parce que vous le savez, notre mémoire fonctionne comme ça. Donc, notre mémoire est vraiment basée sur la sémantique. Donc, notre cerveau cherche à tout ranger par catégorie d'idées, toujours. Donc, il va poser la question, c'est quoi ce truc? Je vois pas l'intérêt. En plus, c'était pas marrant. Donc, au niveau émotionnel, c'était quand même pas génial. J'ai un peu souffert là-dessus. Ça sert vraiment à rien, ce truc. Il faut que je fasse de la place. Mais bon, il y a quand même l'interro le lendemain. La prof, elle a l'air pas sympa. Mes parents, sinon, vont tomber dessus. Bon, je vais pas tout effacer. Je garde un bout. Donc, en moyenne, c'est ce que les études nous disent, le lendemain, eh bien, il reste plus ou moins 67% d'informations. C'est pour ça que vos élèves, parce que ça a été fait sur des ados qui avaient entre 12 et 15 ans, eh bien, c'est pour ça que vos élèves, ils ont du 12-13 sur 20 de moyenne. C'est la moyenne. Et on pense que c'est parce qu'il y a plus. Non, c'est aussi pour ces phénomènes-là. Ce qui est super, c'est que, bon, ok, l'interro a lieu, mais au jour 2, eh bien, on a encore perdu de l'info parce que là, le cerveau, il y a une nouvelle nuit qui arrive et donc le cerveau réinterroge cette matière en disant non, vraiment, ça y est, l'interro est passé, ça sert vraiment à rien ce truc, c'est juste pour nous péter gratuitement. Donc, je vais faire de la place. J'efface encore, donc au deuxième jour, il reste plus ou moins une trentaine de pourcents, les 35%, le troisième jour, 10%. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit qu'il fallait, dans l'idéal, fractionner, d'accord, les apprentissages. Donc, dans l'idéal, il faudrait même se dire, voilà, j'ai 30 mots à apprendre. Eh bien, je vais prendre 5 mots par jour. Comme ça, à la fin de la semaine, eh bien, plus ou moins, je vais y être. Enfin, 5-10 mots par jour. Je vais vraiment fractionner. Et à chaque fois, je fais un petit refresh pour compenser ce petit effaçage pendant la nuit. Donc, ça veut dire quoi? C'est que votre élève peut très bien avoir son 13 sur 20, ce qui n'est pas trop mal quand même, 13 sur 20 pour son interro de vocabulaire, pour le travail journalier. Et puis à l'examen, il se fait complètement buser. Parce que là, à un moment, vu qu'au bout de 3 jours, ce qu'il avait vu a été effacé complètement ou presque, 10%, autant dire que c'est lamentable. Et bien, pour le jour de l'examen, là, ce n'est pas 30 mots qu'il va devoir emmagasiner, mais tous les mots de la période. Et là, ça va être atroce. Et alors l'élève en conclut quoi évidemment? Simplement qu'il n'est pas fait pour les langues, il est mauvais, il vient avec ses croyances et bonne chance pour le prof de l'année d'après. Alors voilà Liselotte, j'ai expliqué ça, donc fractionner. Mais maintenant, comment on pourrait faire? Parce qu'on a dit que étudier bêtement par cœur, c'était un peu naze, mais quand même que la répétition avait beaucoup d'intérêt. Comment on peut faire pour que ce soit fun, ludique, multisensoriel alors?
bonne question. Suspense. Alors, outre cet aspect, donc, tu as parlé de ce principe de fractionner par 5 mots, par exemple. Et donc, on va parler aussi du système de répétition espacée, qui consiste en fait, donc c'est un peu ce que tu as expliqué, si on prend la courbe d'Ebbinghaus, on voit que après une répétition, donc après une étude, il nous reste autant de pourcents. Après 2 études, il nous reste autant de pourcents, ainsi de suite. Ça paraît relativement logique, mais on verra en fait qu'à partir de 4 consolidations consécutives, mais donc espacées dans le temps, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc, encore une fois, cette idée de interro boule de neige ou d'évaluation boule de neige ou de remobilisation boule de neige, pas nécessairement sous forme d'évaluation, mais où l'élève ou l'apprenant est amené à remobiliser ces mots-là, espacés dans le temps. Donc, ça, c'est super important. Et on a dit donner du sens à tous ces apprentissages, donc par association d'idées, etc. Mais il y a également plein d'outils qui nous permettent de faire ça de façon un peu fun, comme par exemple Anki App, donc ça s'écrit A-N-K-I. C'est une application qui est gratuite, qui est très facile. On peut l'installer donc sur PC, sur tablette, sur GSM, etc. Et c'est un système qui est donc basé sur les études neurologiques de SRS, donc c'est ce système de répétition espacée dans le temps. Et c'est également basé sur des algorithmes. Donc en fonction de la difficulté que vous éprouverez à répondre à cette question de vocabulaire. Donc, c'est le même principe que les flashcards, mais sous forme informatisée. On va vous mettre un mot en langue cible et puis on va vous demander de trouver la bonne traduction, d'assimiler, de faire un appareillement de mots, etc. Il y a différents exercices. En fonction de la difficulté que vous éprouverez à répondre correctement, eh bien, ce mot reviendra souvent ou pas. Donc, par exemple, si on vous demande le mot maison en anglais, ben voilà, c'est quelque chose de facile. Il vous le redemandera, par exemple, toutes les 3 semaines. Par contre, un mot beaucoup plus complexe comme perception, ben ça, il va voir que vous éprouvez quelques difficultés, il va vous les demander tous les 4 mots, jusqu'au moment où ce sera acquis. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de génial parce que ça s'adapte à l'apprentissage, au rythme d'apprentissage de tout apprenant. Et donc ça, par contre, il y a ce côté groupe ou collectivité où ces flashcards informatisés donc sur l'application peuvent être faites ensemble au sein de la classe. On dit par exemple, toi tu vas encoder les 5 premiers mots, toi tu encodes les 5 suivants, etc. Donc tous, encore une fois, sont acteurs de leur apprentissage. Et puis après, tout le monde joue, mais tout le monde évolue à son propre rythme. Donc voilà, si l'un arrive à assimiler 20 mots de vocabulaire en 2 heures, l'autre mettra peut-être 2 jours, etc., etc. Mais tous arriveront au même objectif et c'est quand même le but. Tout à fait. Il y a une autre application, moi personnellement, que j'utilise là, depuis quelques mois. J'avais envie d'apprendre un peu d'espagnol parce que on me l'a jamais proposé. Et donc, moi, j'utilise Tiny Cards. Donc, ça s'écrit T-I-N-Y et Cards au pluriel. Et donc, c'est vraiment le même principe que l'Islet, sauf que là, on parle, enfin voilà, le mot est présenté en anglais. C'est un peu la langue de référence. Et puis, on peut apprendre voilà, l'espagnol, mais aussi le chinois, le japonais, le russe. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une panoplie intéressante de langues. Et ce qui est aussi chouette, voilà, on me présente le mot, donc vraiment le principe de la flashcards pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on peut le faire avec un bout de papier, un post-it. On va mettre le mot dans sa langue d'origine, le lapin, et de l'autre côté, on va écrire la signification en néerlandais. Et ainsi de suite. Et donc, on va aller répéter. Donc, l'application permet, voilà, le propose. Donc, ici, ben, voilà, moi, je suis plus à l'école, enfin, je suis pas en école de langue, j'ai envie d'apprendre moi-même. Ben, j'ai ce système-là. Donc, l'application génère des listes de mots pour moi automatiquement. Ce qui est assez chouette, c'est que j'ai le mot, je le vois écrit, je vois une image et je peux écouter le mot prononcé, donc c'est-à-dire le son. Et effectivement, ça me le repropose. Et alors, ce qui est chouette avec cette application-là, c'est que je peux ajouter quelque chose un peu émotionnel. C'est-à-dire que parfois, ok, j'ai pu retrouver le mot, j'ai pas été si lente que ça, mais moi, j'étais pas à l'aise. Et donc, moi-même, je peux décider, reproposer-le moi, s'il vous plaît, bientôt, donc dans la soirée où je suis en train de m'entraîner ou pas. Et c'est une petite session comme ça de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, ça marche
pas trop mal, j'ai l'impression, en tout cas pour l'acquisition du vocabulaire. Après, il y aura tout le reste à faire, mais c'est une bonne base. Alors, justement, je voulais dire un petit mot toujours à propos des flashcards. Alors, on peut améliorer bien sûr ce système de flashcards si on le fait maison. Donc là, je parle vraiment des outils de la pensée visuelle, un petit peu avec l'idée de l'arbre, ce platane avec les bananes. Tu vois, maintenant, même moi, je vais le retenir. Ben voilà, essayer de créer des images un petit peu comme, ben voilà, s'il y a des logopèdes, des enseignants, avec l'orthographe illustrée. Donc l'orthographe illustrée est très chouette. J'ai du mal à mémoriser l'orthographe d'un mot, par exemple le mot assez, donc c'est assez en français. Ce qui est compliqué, c'est le Z à la fin. Et donc là, je peux imaginer Zoro qui fait ce Z et qui fait cet assez. Et donc, je fais le petit dessin à partir de la difficulté orthographique. Ça marche avec le mot coq, par exemple. Ce qui est compliqué, c'est le Q à la fin. Et donc là, je peux me servir de la petite boule là pour faire le corps du coq. Je mets sa tête au-dessus et alors, en dessous, je mets les plumes pour faire la barre qui descend. Je vais utiliser ça parce que ben voilà, quand je regarde du coup ce mot coq, ben, dans ma tête, j'ai un coq qui est vivant, je le vois comme ça de profil et je le vois à la fin du mot, donc je localise spatialement la difficulté orthographique. Je peux utiliser ça pour apprendre un mot de vocabulaire. Je prends toujours le même exemple parce que il me fait marrer. En fait, c'est donc lapin en néerlandais konijn. Donc moi vraiment le son, ça me fait penser à Nain, donc quelque chose, niais. Et donc, moi, j'ai des enfants en bas âge donc, qui parfois ont le malheur de regarder les lapins crétins, donc des animés hautement intellectuels du matin ou de l'après. Enfin bon, c'est monstrueux. Donc, on connaît ces lapins qui sont un peu. Qui poussent des cris comme ça, qui sont un peu stupides. Ils ont, je sais pas, la langue qui passe. Enfin bref. Et alors, ils font des bêtises, ces lapins. J'avais vu un épisode avec les lapins qui faisaient des bêtises dans des travaux. Et donc, ils avaient des cônes de signalisation comme ça sur la tête. Et ça m'a fait penser à Conain. Donc, cône, le cône, et naine, un peu niais. Et donc, ben, j'avais fait pour un patient, en fait, hein, lapin d'un côté de ma flashcard, donc sur mon papier, et de l'autre côté, Conain, et à côté, j'avais fait le dessin très schématique, hein, d'un lapin avec une bouche ouverte pour dire qu'il est un peu stupide et un cône de signalisation. À propos de dessin, des études donc, ont mis ça en évidence, que c'était très, très, très efficace d'étudier en faisant des dessins. Donc, on a pris 2 groupes d'étudiants, 2 grands groupes, et on leur a demandé de mémoriser une liste de mots, simplement. Et donc, un groupe était obligé d'écrire, de copier. Bah, c'est le conseil qu'on donne à nos étudiants. Bon, c'est vrai que Liselotte, moi, quand j'étais étudiante, mes parents avant moi, ben, on ne savait pas trop comment fonctionnait le cerveau, c'est-à-dire comment faisait-il pour apprendre, pour mémoriser. Donc, on nous donnait des conseils comme on pouvait, hein, d'accord. Mais bon, on se refilait pas toujours des très bons conseils, mais voilà, on n'avait rien de mieux à nous proposer. Et donc, ce que les parents conseillent encore aujourd'hui, bah, tu caches, tu répètes, tu grattes, tu répètes. Ok, jusqu'à épuisement, hein, jusqu'à penser, penser noire. Donc, il y a mieux. Donc, je reviens à cette étude. Un groupe qui a dû copier. Et donc, ils avaient 80 secondes pour mémoriser un maximum de mots dans la liste. Et l'autre groupe, eux, ils étaient obligés de faire uniquement des dessins. Autant vous dire qu'en 80 secondes, c'était pas de l'art. D'accord. Pour faire un lapin, concrètement, ben, dans ma tête, si je pense vite à un lapin, qu'est-ce qui est prégnant chez le lapin? Ben, ses grandes oreilles. Et donc, voilà, je fais 2 ponts. Si pour moi, c'est un lapin, c'est bon. C'est-à-dire que pendant que je fais ce dessin, mais dans ma tête, il s'est créé une image mentale qui était vivante, c'est-à-dire multisensorielle et concrète. Donc, c'est nickel. Le cerveau, il adore ça. En plus, là, c'était un peu marrant, mon image. Et donc, l'étude nous dit que, ben, voilà, évidemment, vous vous en doutez, le groupe dessin a surpassé largement ceux qui ont juste écrit. Donc, ben voilà, redessinez et n'ayez pas peur de faire des dessins un peu nazes. C'est pas grave, ça rendra pas du tout moins efficace en fait la technique. Et sinon, bah, voilà, vous pouvez aller vous inspirer voilà, avec de l'orthographe illustrée pour voir un petit peu comment faire. Réentraînez-vous à faire un peu de dessin et puis voilà, mais pas besoin d'être un grand artiste pour que ça marche. Et donc voilà, tu voulais nous parler aussi d'une application Quizlet qu'on trouve aussi sur un ordinateur. Tout à fait. Donc Quizlet est une application relativement facile d'usage qui permet également de s'interroger à partir d'un input qu'on met donc dans l'application. Et ça permet aussi donc de progresser
chacun à son niveau. Je pensais également, mais ça c'est plus pour les adultes, à Walang, qui est gratuit. Alors il y a quelques années, pour ceux qui se souviennent de Walang il y a 10 ans, depuis le temps, ça a quand même pas mal évolué. Il y a maintenant même les classes en ligne, comme ils appellent ça, les classes de conversation. Donc vous pouvez assister à des classes de conversation en ligne. Je crois que c'est une durée de 30 minutes. Vous pouvez faire ça avec vos élèves ou vous pouvez leur demander de faire ça chacun chez soi. Et voilà, ça permet aussi de pratiquer de façon vivante avec d'autres interlocuteurs, parce que ça aussi, essayez au maximum de vous entourer de personnes qui parlent le plus parfaitement possible cette langue, puisque, on l'a déjà dit, une langue, c'est tellement de choses, tellement d'aspects, et c'est pas juste le vocabulaire, la grammaire et la prononciation, il y a plein d'autres choses. Il y a les expressions, il y a les figures de style, il y a un tas de choses qui ne sont que difficilement perceptibles et qu'on ne peut en fait qu'apprendre qu'en imitant. Et ça se fait de façon tout à fait inconsciente, mais ça nous aide énormément. Et ça, il faut bien se dire, c'est que si on essaye d'apprendre à nos élèves étudiants une langue en se concentrant sur le cours qu'on donne en classe et sur le manuel, eh bien, on ne travaille que environ 15 à 20% de la totalité de la langue. Mais de ce fait-là, c'est nettement plus difficile puisqu'on a déjà vu qu'une langue, elle évolue à travers le temps et elle fait en sorte d'être la plus logique, la plus fonctionnelle possible. Mais ce côté fonctionnel, ça se perçoit justement donc dans la spécificité des mots. Vous savez tous que les Esquimaux ont par exemple plus ou moins environ 80 adjectifs pour décrire la neige. C'est la même chose pour les néerlandophones qui ont autant d'adjectifs pour décrire l'état de l'eau puisqu'ils sont entourés d'eau, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce côté contexte social, culturel d'une langue qui est tellement riche et qui permet de façon tout à fait inconsciente de faciliter l'apprentissage de ces langues. Donc surtout, n'hésitez pas à brandir sur quelconque site, que ce soit en langue native, comme on dit, que ce soit des ressources authentiques, que ce soit carrément des personnes qui parlent cette langue. Surtout à ne pas user avec modération. Allez-y. Et à ce sujet, je me permets, je ne sais pas si je peux juste, voilà. Là, je reviens vers un domaine qui est relativement pédagogique pour l'apprentissage des langues, mais on dit toujours que bah oui, le principal, c'est quand même de pouvoir communiquer dans cette langue. Oui, certes, mais au niveau des apprentissages et au niveau justement du fonctionnement notre fonctionnement cérébral, il est capital en fait d'exercer les 4 compétences, qui est savoir lire, écrire, écouter, parler, parce que le cas échéant, l'image est un peu farfelue, mais on a un déséquilibre et donc des progrès généraux beaucoup plus lents. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc en fait, quelqu'un qui se concentre exclusivement sur l'aspect oral, quelqu'un qui débarque dans un nouveau pays et qui va essayer de se débrouiller, qui n'a pas peur, qui a la tchatch, comme on dit, et qui va se débrouiller sur le terrain, va progresser, certes, mais jusqu'à un certain point. Et puis on verra que cette évolution sera nettement moindre comparé à d'autres apprenants qui peut-être ont avancé ou ont progressé moins vite au début parce que plus réticents, parce que etc., mais qui ont exploité les 4 compétences et qui à un moment donné vont dépasser justement l'autre apprenant. Donc voilà, on a tendance parfois à se limiter ou à se concentrer sur une des compétences qui nous est plus facile, qui nous paraît plus commode ou qui nous paraît plus importante. Mais sachez que, en gros, l'idée, c'est qu'on obtient ce genre de tableau si on privilégie, entre guillemets, certaines compétences à d'autres. Alors, je sais que dans les programmes d'apprentissage de langue, encore une fois, on mise sur la production, donc que ce soit la production orale, la production écrite, etc. Mais c'est un tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est pour ça que je disais, voilà, l'école est en plein bouleversement parce qu'il faut se réorganiser. Les programmes suivent aussi, hein, donc voilà, c'est pas évident. Et c'est là que je vous invite à vous intéresser aux octophones, justement, qui ont été mis au point par une enseignante qui avait bien compris le principe des intelligences multiples. Donc, comme vous le savez déjà, nous avons 8 formes d'intelligence différentes. Donc, bien sûr, auditivo-verbale, mais aussi musicale, mais aussi motrice, mais aussi inter- et intrapersonnelle, enfin, etc., etc. Et donc, quelque part,
ben voilà, les autres disaient, ben, il faut travailler donc au moins ces 4 points, je dirais même encore plus. Donc avec les octophones, eh bien, vous pouvez donc aller sur le site des octophones, puisque c'est une marque quelque part déposée. C'est des petits, voilà, les octophones, c'est des petites boules comme ça qui représentent par un petit personnage les 8 formes d'intelligence que nous aurions. Et donc, ils offrent en fait des ressources pour les pédagogues sur le site internet que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est déjà bien au point pour les enfants et c'est en cours pour les ados, puisque ce colloque où nous avons pu aller, hein, nous avons rencontré la personne qui est en train de travailler sur Octophone et ados. Et à ce moment-là, on parle de l'apprentissage des langues en utilisant la motricité, même chez des ados, en fait. Hein, ça peut être hyper sympa de le faire. Et donc, sur ce site, vous avez encore d'autres infos si vous voulez y aller carrément. Ne vous gênez pas, vous allez voir des progrès absolument phénoménaux parce que, comme je vous dis, revenons finalement à nos intuitions. Comme moi qui dois apprendre la lettre P à ma fille, spontanément sans réfléchir, je lui fais un geste pour vraiment l'aider à tracer, ça allait vers le bas. En fait, ça tombait sous le sens. Donc là, j'ai utilisé ma motricité, j'ai ajouté du son, j'ai fait du multisensoriel, donc j'ai utilisé plusieurs formes d'intelligence différentes. Et comme ça a marché. Ce qui était chouette, c'est que ma maman, qui est prof de français, elle a fait tout autre chose, d'accord. Elle a présenté en faisant un espèce de petit bonhomme, un petit personnage. Elle a vraiment utilisé le côté un peu régressif, avec voilà, c'était tout mignon. Mon mari, ça a été encore autre chose. Donc, voilà, d'où l'intérêt aussi du pacte d'excellence de proposer des moments de coordination. C'est pas tellement pour embêter les profs, hein, c'est au contraire pour mixer les compétences et les personnalités, puisque chacun, donc nous avons tous ces 8 intelligences en nous, chacun. Mais comme le disent les Liselotte, voilà, certains vont surdévelopper l'intelligence motrice. Je sais pas, moi, le prof de gym, on peut imaginer, d'autres l'intelligence musicale. Et puis, finalement, on devrait utiliser nos 8 intelligences différentes. Et donc, pour apprendre, eh bien, voilà, stimuler aussi les intelligences où on est moins à l'aise. À la fin, on aura un fonctionnement beaucoup plus homogène et les apprentissages vont très facile parce qu'on ira piocher comme ça dans ces 8 types d'intelligence et puis ça coulera de source. Okay. Et bien voilà, Liselotte, je ne sais pas si tu avais encore d'autres choses à ajouter, mais moi je pense qu'on a, voilà, on a donné plein d'outils. Tout à fait. Est-ce que l'un d'entre vous a des petites astuces à donner, des sites, des méthodes sympas ou des petites vidéos sinon, ou des questions. Ou des questions, bien sûr. Les blagues, on aime bien les blagues. On aime bien les blagues. Mais bon. Ni sur les blondes, ni sur les femmes. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre petite participation. Merci Hélène, c'est vraiment un plaisir. On a compris qu'on avait pris du plaisir à le faire et que voilà, on trouve ça, c'est un métier fabuleux que d'être voilà, pédagogue pour toi et puis neuropsychologue pour moi. Quel bonheur en fait de travailler ensemble et puis voilà, continuer de chercher, vous-même être curieux. Faites votre petite puzzle à ajouter encore des pièces en allant fouiller. C'est vrai que maintenant on a Internet, hein, donc tout n'est pas bon à lire, mais il y a quand même une foule d'outils qui existent. Et voilà, et si vous avez des questions par la suite, eh bien, on sera toujours là pour y répondre sur la page YouTube. Tout à fait. Et moi, je voudrais conclure en disant surtout utiliser votre corps en entier pour faire du théâtre, pour les expressions, pour essayer de... Même la voix, le son, le chant, l'espace aussi, bouger, sauter, faites-les. Surtout parce que c'est ça ce dont on se souvient. Et pour en revenir à la musique et pour terminer sur une bonne note, c'était pas joli. Et bien, c'est prouvé aussi par plein d'études que ça libère de la dopamine, donc hormone de bien-être, etc., qui favorise bien évidemment l'apprentissage entre autres. Mais donc la musique et les langues de façon générale deviennent musique, deviennent dopamine à partir du moment où il y a cette source de motivation et qu'on a tous quelque part en nous, puisque notre cerveau est de nature innée curieux. Donc soyons curieux, soyez curieux. Ben voilà, Mariana, j'ai bien vu ton long message. Alors,
Alors, je propose de te mettre en contact avec Liselotte, qui pourra probablement te donner des astuces. Comme ça, tu auras vraiment ton petit truc perso, parce que c'est vrai que tu es quand même très, très performante dans le domaine. D'ailleurs, je te fais un grand coucou. Et puis, ben voilà, à très bientôt, Mariana. À très bientôt, tout le monde. Et surtout, une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je suis désolée, j'étais en train Non, mais c'est bien. de lire. On va terminer sur une image d'un burger. Tout mou, non?